Elle prétend être une femme d'affaires, a ri l'oncle Frank lors du dîner de famille. Tout cela n'est que de l'esbrouf. Les cousins ont ricané. Je me suis éclipsé et j'ai envoyé un courriel à mon directeur des investissements, liquider tous les avoirs dans le groupe hôtelier Rive Gauche. Sa réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée à 3 heures du matin. Les lumières du sapin de Noël clignotaient joyeusement au-dessus d'une table dressée pour 23 personnes. Et au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents, portant une bouteille de Château Margaux qui avait coûté plus cher que le versement hypothécaire mensuel de l'oncle Frank, j'ai su exactement comment la soirée se déroulerait. Je le savais parce que cela se passait toujours de la même manière, les commentaires chuchotés avant mon arrivée, le silence marqué quand je m'asseyais, les plaisanteries qui avaient cessé d'être drôles il y a des années. Mais dont tout le monde riait encore parce que le rire était plus facile que la responsabilité. Je m'appelle Claire Lemercier. J'ai 34 ans. J'ai fondé ma première entreprise à 26 ans, je l'ai vendue à 28 ans pour 13 millions d'euros et j'ai utilisé chaque euro pour semer ce qui est finalement devenu Lemercier Capital Partenaire. Une société d'investissement privé gérant actuellement un portefeuille évalué à un peu plus de 312 millions d'euros. J'ai figuré sur la liste Forbes des 30 personnes de moins de 30 ans. J'ai fait l'objet d'un portrait dans le journal Les Échos. J'ai une équipe de 11 personnes qui croient en ce que nous construisons. Aucun membre de ma famille ne sait quoi que ce soit de tout cela. C'était un choix que j'avais fait délibérément, soigneusement et sans regret. Et c'était un choix qui était sur le point de tout coûter à mon oncle Frank. Laissez-moi vous parler de ma jeunesse en tant qu'enfant difficile de la famille Lemercier. Mon père, Robert Lemercier, a bâti un cabinet de courtage d'assurance régionale modérément prospère sur 30 ans, respectable, stable, le genre d'entreprise qui paie les vacances d'été à Biarritz et offre des droits de vantardise au club de golf. Ma mère, Patricia, a passé ses 30 années à peaufiner une image de réussite familiale parfaite, le bon quartier, les bons établissements scolaires, la bonne photo de carte de vœux chaque mois de décembre. Mon oncle Frank, le frère cadet de mon père, dirige le groupe hôtelier Rive Gauche, une chaîne de 4 hôtels de milieu de gamme dispersés dans le sud-est de la France. Ce n'est pas une entreprise prestigieuse. Ce n'est pas une entreprise particulièrement bien gérée, comme je le découvrirai plus tard. Mais dans la mythologie de la famille Lemercier, Frank était l'entrepreneur, celui qui prend des risques, celui qui avait construit quelque chose de ses propres mains. Et puis, il y avait moi. J'étais celle qui lisait trop de livres, qui posait trop de questions, qui, à l'âge de 12 ans, avait créé un petit site internet vendant des bijoux faits à la main et avait utilisé les 735 € gagnés pour acheter sa première action. Une décision que mon père qualifiait d'absurde et que mon oncle trouvait mignonne, comme un petit jeu. Celle qui, à 16 ans, se disputait avec son professeur d'économie du lycée au sujet de la politique monétaire avec assez d'assurance pour que celle-ci appelle mes parents pour exprimer son inquiétude concernant mon attitude. La famille Lemercier ne savait pas quoi faire de moi. Alors, ils ont fait ce que les familles font souvent lorsqu'elles rencontrent quelque chose qu'elles ne comprennent pas, ils l'ont diminué. Claire pense qu'elle va être le prochain Warren Buffett, disait mon oncle à chaque repas de famille, à chaque Noël, à chaque dimanche de Pâques, comme si la plaisanterie ne tombait pas plus lourdement à chaque fois qu'il la racontait. Elle a des idées, disait ma mère sur un ton qui faisait sonner les idées comme un diagnostic. Je suis parti pour l'université à 17 ans avec une bourse d'études complète à l'école des hautes études commerciales de Paris. J'ai étudié l'économie et l'informatique. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention la plus haute en 3 ans. J'ai déménagé à Lyon avec 2200 € sur un compte chèque et une détermination sans faille que j'aiguisais depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai cessé de me justifier auprès de personnes qui avaient déjà décidé de ce que j'étais. Ma première entreprise était une société de logiciels de logistique de commerce interentreprise appelée Logifret. Je l'ai bâtie avec 2 cofondateurs depuis un appartement d'une chambre dans le quartier de la Confluence. Nous avons mangé des nouilles instantanées pendant 18 mois. Nous avons dormi par roulement pendant les périodes critiques de développement. Nous avons manqué 3 Noëls, 2 repas de famille et le mariage de ma cousine Jessica, ce qui a généré une année entière de messages vocaux chargés de culpabilité de la part de ma mère. Logifret a été acquise en 2018 par une entreprise de logistique de taille moyenne pour 13 millions d'euros. Ma part, après impôts et partage entre cofondateurs, était de 6 200 000 €. J'ai tout investi dans Lemercier Capital Partenaire et je n'ai jamais regardé en arrière. J'aurais pu le dire à ma famille de multiples fois. J'y ai pensé, mais chaque fois que j'en étais proche, quelque chose arrivait, un commentaire dédaigneux au dîner, un roulement d'yeux quand je mentionnais mon travail.
Une observation détournée de l'oncle Frank sur la façon dont certaines personnes confondent jouer aux affaires et en faire réellement. Et je décidai alors que mes accomplissements auraient plus de valeur pour moi si je les gardais propres, non souillés par leurs commentaires ou leur approbation. Je ne me cachais pas, je protégeais quelque chose d'important. Entre 2018 et 2024, Le Mercier Capital Partenaires a réalisé 47 investissements. 31 ont généré des rendements positifs. 11 ont été des victoires significatives. 5 ont été le genre de sortie de capital qui incite votre directeur des investissements à vous envoyer une bouteille de champagne avec une note manuscrite. Mon portefeuille aujourd'hui s'étend de la technologie financière à l'énergie propre, en passant par la technologie logistique et, avec une bonne dose d'amusement privé de ma part, l'infrastructure hôtelière. C'est dans cette dernière catégorie que le groupe hôtelier Rive Gauche est entré dans ma vie professionnelle. Au début de 2023, l'un de mes analystes a signalé Rive Gauche comme une cible d'acquisition potentielle. L'entreprise portait une dette importante, possédait des propriétés vieillissantes nécessitant des améliorations de capital et avait récemment perdu 2 cadres supérieurs qui avaient emporté avec eux les connaissances institutionnelles. Mais l'immobilier sous-jacent était sous-évalué. La marque bénéficiait d'une reconnaissance régionale et, avec une gestion appropriée, 3 des 4 propriétés pouvaient être repositionnées comme des hôtels de charme pour voyageurs d'affaires, un segment connaissant une forte croissance sur les marchés du Sud-Est qu'il desservait. Au début, je n'ai pas fait le lien entre le groupe hôtelier Rive Gauche et mon oncle Frank. Le nom était générique. Le portefeuille était modeste. Ce n'est que lorsque mon analyste m'a envoyé le profil de l'équipe de direction que j'ai vu le nom, Franck Lemercier, fondateur et directeur général. Je suis resté pensif un long moment. Puis j'ai appelé mon directeur des investissements, Marc-Antoine Vedel, et je lui ai dit de commencer une accumulation discrète des obligations cotées en bourse de Rive Gauche et une position minoritaire au capital. Pas assez pour déclencher une obligation de divulgation, juste assez pour surveiller de près. Vous connaissez cette entreprise, avait demandé Marc-Antoine. Je connais le fondateur, avais-je répondu avec distance. Au cours des 14 mois suivants, j'ai accumulé une position de 5 300 000 € dans Rive Gauche, un mélange de titres de créances à prix réduit et de participation au capital acheté via 3 entités de gestion distinctes afin qu'aucune transaction unique n'attire l'attention. J'ai lu le rapport trimestriel de manière obsessionnelle. J'ai observé les décisions de gestion de Franck avec la clarté particulière de quelqu'un qui l'avait regardé jouer la comédie de la confiance pendant des décennies et qui avait toujours soupçonné que ce n'était que cela, une performance. J'avais raison. Les fondamentaux se détérioraient plus rapidement que ne le suggéraient les rapports publics. En octobre 2024, j'avais une vision complète de la direction que prenait Rive Gauche. Sans une injection de capital importante ou un événement de restructuration dans les 18 mois, l'entreprise ferait face à une crise de liquidité. Le conseil d'administration, composé en grande partie des amis de Franck et de quelques investisseurs institutionnels passifs, ne semblait pas saisir la gravité de la situation. J'ai décidé d'attendre. Pas par malveillance, pas avec un plan particulier. J'ai simplement décidé d'observer ce qui se passerait ensuite. Ce qui s'est passé ensuite, ce fut le dîner de Noël. Je suis arrivé chez mes parents à 18h15 avec le vin et une volonté sincère, bien que prudente, de passer une soirée agréable. Ma cousine Jessica était là avec son mari et leur nouveau bébé. Ma tante Carole, la femme de Franck, avait préparé son célèbre gratin de patates douces. Ma mère avait dressé la table avec la porcelaine fine, ce qui signifiait qu'elle jouait la comédie pour quelqu'un, et ce quelqu'un s'est avéré être l'associé de Franck, un homme nommé Grégoire Dallon, qui avait apparemment investi dans Rive Gauche il y a 2 ans et était donc l'invité d'honneur. J'aurais dû reconnaître la dynamique plus tôt. Franck était en mode représentation, plus bruyant que d'habitude, plus expansif, mentionnant des noms importants de manière agressive. Il avait commandé une caisse de spiritueux coûteux pour l'occasion et s'était assuré que tout le monde le remarque. Nous nous sommes assis à 19h. À 19h40, la performance s'est tournée vers moi, comme c'était presque toujours le cas. Cela a commencé quand Grégoire Dallon, faisant la conversation poliment, a demandé ce que je faisais comme travail. Elle est dans la finance, a dit mon père avec la neutralité prudente d'un homme qui a appris à ne pas donner de détails. Gestion d'investissement, ai-je ajouté agréablement. Elle prétend être une femme d'affaires, a dit l'oncle Franck en riant. La table est restée silencieuse pendant exactement une demi-seconde, puis a éclaté dans les ricanements familiers de gens qui avaient décidé que c'était une plaisanterie. Tout cela n'est que de l'esbrouf.
Claire gère des investissements depuis qu'elle a 12 ans, et j'attends toujours de voir l'empire. Mes cousins Théo et Bérénice ont ricané. Tante Carole a étudié son verre de vin. Ma mère a souri les lèvres fermées. Grégoire Dallon a jeté un regard entre nous avec l'inconfort poli d'un homme qui ne s'attendait pas à être témoin de dynamique familiale avec son gratin de patates douces. Elle envoie ses courriels à l'allure très officielle, a continué Franck, s'animant devant son public. J'en ai entendu parler. Mon portefeuille d'investissement par-ci et mon allocation de capital par-là. Cela semble impressionnant jusqu'à ce que l'on demande des précisions. Il m'a regardé avec le mépris affectueux de quelqu'un qui a passé 30 ans convaincu qu'il vous avait bien cerné. Sans offense, Claire, mais les vraies affaires concernent l'argent réel, pas les théories. Je l'ai regardé un instant. Aucune offense n'est prise, ai-je dit. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de messagerie sécurisée utilisée pour communiquer avec Marc-Antoine et j'ai tapé 7 mots, liquider tous les avoirs dans le groupe hôtelier Rive Gauche. J'ai ajouté, position complète. Toutes les entités. Ce soir. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, me suis lavé les mains et suis retourné à la table juste à temps pour le plat principal de ma mère. Marc-Antoine m'a appelé à 23h15 ce soir-là alors que je rentrais chez moi. La liquidation va faire bouger le prix, a-t-il dit. Nous vendons 5 300 000 € répartis sur 3 positions dans une entreprise ayant un faible volume de transactions. Les gens vont le remarquer. Je sais, ai-je dit. C'est l'oncle dont vous avez parlé? Le gars des hôtels? Oui. Il y a eu une pause. Marc-Antoine travaille avec moi depuis 6 ans. Il sait quand j'ai pris une décision et quand je cherche une contradiction. Il peut faire la différence. Je lancerai les ordres de vente à l'ouverture du marché, a-t-il dit. Cela devrait être terminé au milieu de la matinée. Merci, Marc-Antoine. Joyeux Noël, Claire. Joyeux Noël. J'ai passé le trajet du retour à réfléchir aux détails de ce qui allait se passer. Je n'avais pas agi par impulsion. Je suivais Rive Gauche depuis plus d'1 an et la détérioration financière que j'avais observée faisait de cette sortie la bonne décision, quel que soit le dîner de ce soir. Le moment choisi était peut-être motivé par l'émotion, mais la décision en elle-même était saine. Lorsqu'une position de 5 300 000 € dans une entreprise peu échangée commence à être liquidée rapidement, plusieurs choses se produisent simultanément. Les algorithmes de négociation signalent le volume inhabituel. Les investisseurs institutionnels qui suivent le même titre remarquent le mouvement. Les analystes commencent à poser des questions. L'équipe des relations avec les investisseurs de l'entreprise commence à recevoir des appels et, quelque part très tard un mardi soir ou très tôt un mercredi matin, le téléphone du directeur général commence à sonner. J'ai bien dormi cette nuit-là, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à ressentir quelque chose de plus compliqué, mais je me sentais surtout lucide, la clarté particulière qui vient du fait d'agir en accord avec qui l'on est réellement après des années à jouer le rôle de quelqu'un de plus petit pour un public qui ne méritait pas cette performance. À 2h47 du matin, j'ai reçu une alerte automatisée de ma plateforme de négociation. Les ordres de vente avaient été préétablis. Dès l'ouverture des marchés, le groupe hôtelier Rive Gauche allait passer une matinée très intéressante. J'ai éteint ma lampe et je me suis endormi. Marc-Antoine m'a envoyé les confirmations de transactions à 11h23 le 26 décembre. Liquidation totale terminée. L'action avait chuté de 9,4% sur un volume inhabituel. Les obligations avaient bougé de manière significative. 3 services de dépêche financière avaient déjà publié de courts articles notant l'activité de négociation inhabituelle du groupe hôtelier Rive Gauche. J'étais à mon bureau, un espace loft converti dans le 8e arrondissement de Paris, que mon équipe avait passé 8 mois à concevoir exactement comme il le fallait, en train d'examiner les résumés de portefeuille de fin d'année, quand mon père a appelé. Claire ? Sa voix avait la tension spécifique d'un homme délivrant une information qu'il ne comprend pas totalement. Ton oncle Franck est-il à essayer de te joindre? Quelque chose s'est passé avec son entreprise ce matin. J'ai vu, ai-je dit. Silence. Tu as vu? Dis-lui que je suis au bureau jusqu'à 18h. Il est le bienvenu s'il veut passer pour parler. Franck est arrivé à 16h43. Je connais l'heure exacte parce que mon assistante, Perrine, m'a envoyé un message, votre oncle est dans le hall. Il semble agité. Dois-je le faire monter?
J'ai répondu, oui. Salle de conférence B et donnez-lui de l'eau. Je suis descendu personnellement à l'ascenseur pour le rencontrer dans le hall parce que j'avais réfléchi soigneusement à la façon dont cette conversation devait commencer et je voulais contrôler le cadre dès le moment où il franchirait la porte. Franck Lemercier, dans mon hall, était une créature différente du Franck Lemercier à la table de Noël de mes parents. La bonhomie du spiritueux avait disparu. Il portait une chemise boutonnée froissée qu'il avait manifestement sur lui depuis la veille. Ses yeux portaient le vide spécifique d'un homme qui n'avait pas dormi. Et il tenait son téléphone avec la poigne crispée de quelqu'un qui attend des nouvelles qu'il a peur de recevoir. Il m'a vu et pendant un instant, juste un instant, quelque chose a traversé son visage que je n'y avais jamais vu en 34 ans de dîner de famille et de représentation festive, la reconnaissance. Une reconnaissance réelle, pas celle qui est jouée. Claire, a-t-il dit. Franck. J'ai fait un geste vers l'ascenseur. Montez. La salle de conférence B possède des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue sur la capitale. Je l'avais choisi délibérément. Mon bureau a aussi cette vue, mais la salle de conférence communique quelque chose de différent. Elle dit que nous menons des affaires ici, d'une manière qu'un bureau personnel ne transmet pas toujours. Je me suis assise en face de lui et j'ai attendu. Mon conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence à 3 heures ce matin, a-t-il dit. Quelque chose a déclenché une vente massive de nos actions. Nous avons perdu presque 10 points. Nos investisseurs institutionnels posent des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Grégoire Dallon m'a appelé 6 fois avant midi. Il s'est arrêté. L'un de mes analystes a retracé les ordres de vente à travers 3 sociétés de gestion. Cela lui a pris la majeure partie de la nuit. J'ai hoché la tête. Lemercier Capital Partenaire, a-t-il dit très doucement. C'est toi. C'est moi. Il m'a fixé. Je pouvais le voir faire des calculs dans sa tête, recalibrer, restructurer, assembler une version de la réalité incluant cette information et essayant de la faire cohérer avec 30 ans de suppositions. Combien, a-t-il fini par demander. 5 300 000 €, ai-je dit. Accumulés sur 14 mois à travers 3 entités de gestion. Un mélange de dette à escompte et de capital. 5 300 000 €, a-t-il répété comme une phrase étrangère. Dans mon entreprise. Dans votre entreprise. Depuis combien de temps as-tu, il s'est arrêté. Il a recommencé. Quelle est la taille de ton portefeuille, Claire? J'ai considéré la question. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le tableau de bord du portefeuille et je l'ai fait glisser sur la table vers lui. Il a regardé le chiffre pendant un long moment. Sa main, je l'ai remarqué, était très immobile. 312 millions d'euros, a-t-il dit. Valorisation actuelle, oui. Tu as bâti cela. J'ai bâti cela. Un autre long silence. Dehors, par la fenêtre, la silhouette de Paris commençait à attraper la lumière de la fin d'après-midi. Mon assistante avait placé une carafe d'eau sur la table et aucun de nous n'y avait touché. Hier soir, a-t-il dit lentement. Au dîner. Oui, ai-je dit. Hier soir au dîner. Je n'ai pas élaboré. Je n'en avais pas besoin. La chronologie était évidente et je lui faisais confiance pour la comprendre. Tu as liquidé à cause de ce que j'ai dit. Ce n'était pas tout à fait une question. J'ai liquidé parce que les fondamentaux de votre entreprise se détériorent depuis 18 mois et que mon équipe d'analystes recommandait une sortie depuis le dernier trimestre, ai-je dit. Le moment a été influencé par d'autres facteurs, mais la décision était saine sur ses propres mérites. Il a absorbé cela. Je pouvais le voir essayer de trouver un angle, un moyen de reformuler cela pour récupérer l'autorité qu'il avait supposé avoir en entrant. C'est un réflexe que je reconnaissais après des décennies d'observation. De quoi as-tu besoin, a-t-il finalement dit. Il n'a pas demandé, il a dit. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans la platitude de sa voix, la défaite particulière d'un homme qui n'a plus de rôle à jouer. Je l'ai regardé un instant. Je n'ai besoin de rien de ta part, Franck, ai-je dit. Je n'en ai jamais eu besoin. L'entreprise, nous avons des employés, 400 personnes. Je sais. J'ai lu chaque rapport trimestriel. Je connais votre structure salariale, vos taux d'occupation et votre calendrier de service de la dette. Votre immobilier sous-jacent vaut plus que vos passifs actuels. Si vous restructurez correctement,
vous pouvez protéger la plupart de ces emplois. J'ai fait une pause. Je peux vous donner le nom d'un spécialiste du redressement. Il est excellent. Ce n'est pas une garantie, mais c'est un chemin possible. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois, ce qui était vrai dans tous les sens significatifs. Pourquoi m'aiderais-tu, a-t-il demandé. Parce que ces 400 employés ne se sont pas moqués de moi au dîner de Noël, ai-je dit calmement. Toi, tu l'as fait. Ce sont des questions distinctes. Il y a eu un très long silence. Je te dois des excuses, a-t-il dit enfin. Les mots sont sortis difficilement, comme quelque chose qui avait été stocké dans un endroit inconfortable pendant longtemps. Oui, ai-je dit. Tu m'en dois. Je ne lui ai pas dit que ce n'était rien. Je ne me suis pas précipité pour le rassurer. J'ai laissé les excuses tomber et rester là où elles étaient tombées. Je dis ces choses depuis des années, a-t-il continué. Depuis que tu es enfant. Il s'est arrêté. Je pensais être drôle. Tu étais dédaigneux, ai-je dit. Il y a une différence. Il a hoché la tête. Il semblait, à ce moment-là, véritablement diminuer. Pas de la manière dont j'avais imaginé que cette conversation pourrait se dérouler, mais de la manière dont les véritables prises de conscience se font lorsqu'elles arrivent enfin, pas triomphantes, juste vraies. J'ai fait glisser une carte de visite sur la table. Éléonore Vasseur chez Cabinet Conseil Pierre d'Angle. Dites-lui que je vous envoie. Elle connaîtra la situation. Franck a regardé la carte, puis m'a regardé. Quelque chose dans son expression avait changé d'une manière qu'il n'aurait probablement pas pu articuler. Merci, Claire, a-t-il dit. Va te reposer, ai-je dit. Tu as une mine affreuse. L'histoire de Rive Gauche ne s'est pas terminée proprement, comme les histoires financières réelles le font rarement. Éléonore Vasseur a accepté la mission. Elle a passé 3 semaines à mener un audit opérationnel complet et en est ressortie avec un plan de restructuration qui impliquait la vente de l'une des 4 propriétés, l'emplacement le plus en difficulté, pour assurer le service de la dette immédiate. La conversion d'une propriété vers le modèle d'hôtel de charme pour voyageurs d'affaires que j'avais initialement identifié, et le maintien des 2 emplacements les plus performants comme base d'une entreprise plus légère et mieux capitalisée. 371 des 400 employés ont gardé leur emploi. Franck a gardé son titre mais a cédé le contrôle opérationnel à un nouveau directeur de l'exploitation possédant une réelle expertise en hôtellerie. L'investissement de Grégoire Dallon a été considérablement dilué, un résultat qu'il n'a pas apprécié mais contre lequel il n'avait aucun levier réel. L'action Rive Gauche s'est stabilisée au cours des 6 semaines suivantes à environ 60% de sa valeur d'avant décembre. Douloureux, mais survivable. L'alternative, en l'absence d'intervention, aurait été considérablement pire. Le mot a circulé de la manière dont ces choses circulent, non pas par une annonce que j'aurais faite, je n'en ai fait aucune, mais par la géométrie particulière des réseaux professionnels où les gens comparent leurs notes, posent des questions et finissent par remonter jusqu'à la source. En février, Marc-Antoine répondait aux appels de 3 analystes qui voulaient en savoir plus sur le Mercier Capital Partenaire. En mars, nous avions 2 nouvelles demandes d'investisseurs institutionnels qui pouvaient être tracées indirectement à la visibilité générée par la situation de Rive Gauche. La réaction de ma famille a été plus compliquée. Mon père m'a appelé une semaine après la visite de Franck à mon bureau. La conversation a été courte et, pour la première fois depuis longtemps, honnête. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je sais que tu ne savais pas, ai-je répondu. J'aurais dû poser plus de questions. Oui, ai-je dit, tu aurais dû. Il y a eu une pause pendant laquelle nous avons tous les deux mesuré ce que cela signifiait. Viendrais-tu dîner un de ces jours, a-t-il demandé. Juste nous deux. J'aimerais entendre parler de ce que tu as bâti. Oui, ai-je dit. J'aimerais cela aussi. Tante Carole a envoyé une note manuscrite qui est arrivée un mardi après-midi en janvier, sur du papier crème avec son monogramme en haut. Elle faisait 3 paragraphes. Le premier paragraphe présentait ses excuses. Le deuxième paragraphe tentait d'expliquer. Le troisième paragraphe disait simplement qu'elle était fière de moi et qu'elle était désolée qu'il lui ait fallu autant de temps pour le dire. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai mise dans le tiroir du haut de mon bureau, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était la preuve de quelque chose que j'avais attendu longtemps de voir. Les gens me demandent parfois, des collègues, des mentors, occasionnellement un journaliste, pourquoi j'ai gardé mon succès privé si longtemps.
Pourquoi j'ai choisi de laisser le récit de ma famille à mon sujet subsister sans le contester pendant des années alors que j'aurais pu le corriger à n'importe quel moment? La réponse honnête est que je n'essayais pas de préparer une révélation dramatique. Je n'attendais pas le moment parfait pour prouver à qui que ce soit qu'il avait tort. Je faisais ce que j'ai toujours fait, construire quelque chose de réel sans demander la permission à personne, sans m'arrêter pour jouer un rôle devant un public qui avait décidé de ne pas regarder attentivement. Ce que l'oncle Frank a vécu le 26 décembre n'était pas un piège. C'était une conséquence. Il avait passé 30 ans à investir dans une idée particulière de ce que j'étais, et cet investissement a produit exactement ce que les fondamentaux sous-jacents justifiaient. Je pense à quelque chose qu'Éléonore Vasseur m'a dit lorsqu'elle m'a appelé pour me donner la dernière mise à jour sur la restructuration de Rive Gauche. Nous parlions depuis 20 minutes des détails opérationnels, des projections d'occupation, du calendrier de conversion en hôtel de charme, du plan du premier trimestre du nouveau directeur général. Puis elle s'est arrêtée et a dit, « Puis-je vous poser une question hors dossier ?»« Bien sûr, » ai-je dit. « Pourquoi m'avoir donné son nom? Vous auriez pu simplement vous en aller. » J'ai repensé au visage de Frank dans ma salle de conférence, à l'épuisement spécifique qu'on y lisait, au moment où la performance avait enfin cessé et où quelque chose de réel était resté. Parce qu'il n'est pas le seul à travailler dans cette entreprise, ai-je dit, et parce que je ne suis pas intéressé par la destruction. Je suis intéressé par ce qui est exact. Il y a eu un bref silence. C'est une bonne réponse, a dit Éléonore. C'est juste la vérité, ai-je répondu. Le Mercier Capital Partenaire a clôturé sa meilleure année jamais enregistrée en décembre 2024. Nous avons réalisé 9 nouveaux investissements. Nous avons eu 3 sorties de capital. 2 de ces sorties ont été suffisamment importantes pour que j'embauche 4 nouveaux analystes en janvier et que je déménage dans un espace de bureau plus grand à l'étage au-dessus de l'actuel. Je suis allé dîner avec mon père en février. Nous nous sommes assis dans un restaurant italien tranquille dans le 8e arrondissement et avons parlé pendant 3 heures. Il a posé de vraies questions et j'ai donné de vraies réponses. Et quelque part au milieu de la 2e bouteille de vin, il a secoué la tête lentement et a dit, « J'ai gâché beaucoup d'années à ne pas te connaître. » Nous l'avons tous les deux fait, ai-je dit. À Pâques dernier, je suis allé chez mes parents pour la première fois en 4 ans. Frank était là. Il avait meilleure mine, reposé, plus ancré, avec la qualité posée d'un homme qui a cessé de jouer la comédie et a commencé à travailler réellement. Il m'a serré la main à mon arrivée, ce qui n'était pas une chose qu'il avait jamais faite auparavant. Et il a dit, « Comment se porte le portefeuille ? » « Il est solide, ai-je dit. »« C'est bien, » a-t-il dit. Et il le pensait. Nous avons eu un dîner normal. Pas de représentation, pas de plaisanterie pointue, personne n'essayant d'établir une hiérarchie par le mépris, juste des gens mangeant ensemble à une table, imparfaits, compliqués, cherchant encore à comprendre qui ils sont les uns pour les autres. C'était, tout bien considéré, un bon début. Je n'attendais pas leur approbation. Je ne l'ai jamais attendu. Mais j'admettrai, en rentrant chez moi par cette soirée de printemps les fenêtres baissées, qu'il y a quelque chose de gratifiant à voir des gens vous percevoir enfin clairement. Non pas parce que vous l'avez exigé, non pas parce que vous avez joué un rôle pour eux, mais parce que la vérité est simplement devenue impossible à ignorer. Certains investissements rapportent exactement quand ils le doivent. Et certains prennent 34 ans.